Donc là on a la mascotte qui s'appelle Léon, Léonidas quoi. Hein, c'est Léon quoi. Bon ça va mon pote? Ouais, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, juste en donnant envie aux gens de regarder la suite s'il te plaît? Adrien Puget, j'ai 28 ans, aujourd'hui je travaille en entreprise et on peut dire que j'étais une ancienne gloire du tennis français. Ancienne gloire? Surtout au niveau junior. Voilà. Après on peut pas dire que j'étais une grande gloire mais c'était costaud quand même. Voilà. Ok, ça marche. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours dans un ordre chronologique, ouais, pour pas rendre fou un peu tout le monde, on va faire ça bien. Ouais. Donc j'aimerais que tu me dises un petit peu tout ce que tu as vécu jusqu'à tes 18 ans. J'ai commencé le tennis à l'âge de 4-5 ans à peu près, dans un club en banlieue bordelaise. Et puis c'est allé assez vite, j'ai vite aimé la compète. De là j'ai intégré le pôle régional à Bordeaux. Pendant 2 ans et derrière j'ai été sélectionné pour intégrer un pôle France à Poitiers. Donc ça c'était encore pendant ça c'était à 13 ans, c'était 5e, 4e, donc okay, pendant 2 ans encore. Et là j'ai vraiment passé un cap au niveau français, puisqu'en arrivant j'étais quand même pas très bon, mais j'avais un petit potentiel et puis ils ont bien exploité. Et derrière je suis allé donc à l'INSEP, j'ai continué. À quel âge? Donc j'avais 16 ans, de 16 à 18. Seconde, première, terminale. Okay. Et j'ai joué le circuit junior à ce moment-là. J'ai commencé à bien monter au classement junior mondial. Et puis à 18 ans, du coup, j'ai eu mon bac. Et le voilà. Circuit junior, qu'est-ce que tu as fait le circuit junior, ouais. Un événement marquant? Circuit junior, il y a eu 3 événements marquants. Le premier, c'est quand même que j'ai atteint la 11e place mondiale. Le deuxième, c'est que j'ai fait une demi-finale de Grand Chelem en junior à l'Open d'Australie. Ok. On ressent l'environnement d'un Grand Chelem. Ouais, t'es un mini pro quoi. Voilà, je suis un mini pro sans prize money en junior. Et j'ai fait 2 finales en double de Grand Chelem. Une à Wimbledon et une à l'US Open. Okay. Un autre événement marquant, on peut le dire, c'est une finale en championnat d'Europe par équipe. Okay. Avec justement Julien Aubry, Gianni Mina et Pierre Hugues Herbert. Ensuite, après le circuit junior, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après le circuit junior, j'ai tout simplement intégré le CNE à Roland Garros à l'époque. Centre national d'entraînement. Centre national d'entraînement, okay, dans un programme espoir. Okay. Donc là j'étais dans un groupe avec Gianni Mina et Julien Aubry. On était tous les 3 avec un entraîneur. Okay. Moi j'ai eu des gros soucis de blessures, donc j'ai pris soin de bien me... C'est-à-dire blessures, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai eu notamment des fissures à répétition au tendon rotulien. Okay. Donc c'est des grosses tendinites, mais j'ai pris le temps de vraiment les soigner à ce moment-là. Et donc j'ai commencé en fait finalement l'année 2010, voilà, pas en pleine forme, mais j'ai joué 6 mois on va dire, au niveau pro à 18 ans, donc en étant membre du CNE à Paris. Ok, mais quand tu dis que tu as pris le temps, c'est-à-dire que tu as arrêté complètement de jouer pendant un certain temps? Pendant 4-5 mois. Ah oui, en gros de coupure, septembre à juste après l'US Open Junior, donc mi-septembre, okay, jusqu'à début, j'ai repris la compète en février. Et ça a été compliqué à gérer, tu sens que ça a été difficile de revenir derrière le retour à la compétition, les repères, tout ça? En fait, ce qui a été le plus dur, c'était de gérer la pression, parce que on était dans Roland Garros au niveau du centre national d'entraînement avec tous les pros, et de ne pas avoir joué pendant toute cette partie-là, mon intégration a été un peu décalée. Et du coup en termes de résultats, mes potes ils jouaient déjà depuis 6 mois, ils avaient pris des points sur des futurs, sur le circuit ITF, et du coup moi je les voyais et je pouvais pas, et donc quand j'ai repris j'ai voulu tout de suite enclencher, je me suis mis beaucoup de pression, ce qui a fait que j'ai pris 1 point en 6 mois. Ouais, t'as pas très bien joué non. Ouais, ok. Du coup je me suis reblessé cette année-là, donc en juin au genou de nouveau. Toujours le genou, ok. Toujours le genou. Et à ce moment-là, la fédération, eux, ne m'ont clairement pas accueilli l'année d'après dans la structure. Donc ils m'ont viré du pôle espoir. Et moi à ce moment-là, je suis rentré chez moi et je suis tout simplement à Bordeaux. À Bordeaux, et j'ai fait le point et j'avais des offres pour partir aux États-Unis en université américaine. J'aurais très bien pu aussi intégrer une académie privée, j'aurais très bien pu reprendre mes études à Bordeaux. Donc j'avais en gros ces 3 options-là. D'accord. Et puis j'ai profité des offres aux États-Unis pour découvrir cette expérience américaine. Et surtout, il y a un vrai point important que tu mentionnes pas, c'est que c'était offert. En fait, avec ton classement, tu avais la possibilité d'aller aux États-Unis gratuitement, alors qu'une académie privée t'aurait coûté bonbon. En fait, comment ça se passe là-bas, on a un chèque qui est versé sur notre compte par mois
suivant le niveau de bourse qu'on a, et ce qui nous permet de vivre suivant la qualité de vie que tu vas avoir. C'est-à-dire que moi concrètement j'avais une somme entre 900 et 1000 euros par mois pour vivre. Il y a une année de scolarité, c'était à UCLA, une fac à Los Angeles, c'est ça? Pour que les gens se rendent compte, une année de scolarité à UCLA, ça coûte combien? Juste les frais scolaires, là l'hébergement on a compris. Mais alors les frais scolaires en fait ça dépend des universités publiques ou privées. UCLA étant une université publique, une année en tant que résident non californien, ça coûte à peu près 40 000 $. Pour que tu joues et que tu représentes la fac pendant une année, on t'offre 40 000 $. Voilà, plus en fait le logement, plus ces 1000 euros. Plus les livres aussi qui sont chers, donc finalement ça fait une année à 55 000 quoi. C'est comme si on me payait indirectement 55 000 $ par an. Et c'est quoi le rythme d'entraînement, comment ça se passe avec les cours? Et ça nous fait à peu près une quantité de entre 12 et 15 heures de cours par semaine. On a du coup 2h30 d'entraînement collectif par jour. Obligatoire. Un entraînement physique tous les 2 jours d'à peu près 1h30. Et après on a le choix aussi d'avoir des entraînements individuels. Donc c'est à la demande du joueur, parce que l'entraîneur ne peut pas imposer, c'est dans les règles. La demande du joueur, Donc moi généralement je prenais 1 heure le matin, au moins 2 fois par semaine, pour régler des problèmes techniques ou autres, faire de l'individuel, et derrière j'avais mon entraînement d'équipe. Je pouvais faire un peu de muscu après ou autre, ça c'est au choix aussi, mais en gros ça fait des semaines à quoi, je dirais entre 15 et 20 heures. Est-ce que tu as senti une vraie différence d'approche et de difficulté d'entraînement entre ce que tu as vécu en France et ce que tu as vécu à UCLA? Les facs là-bas, en termes de rigueur, c'est un peu différent, l'approche est un peu différente. Dans la mesure où ils sont beaucoup plus sur le résultat, sur aller chercher les points vers l'avant. Une fois de plus par rapport à l'INSEP quand j'y étais, on s'entraînait énormément sur terre. L'objectif c'était de gagner Roland en junior, c'était de gagner Roland en senior. Il y avait une vraie politique de développer le jeu sur terre battue. Et voilà, on jouait, même s'il fallait jouer agressivement, et on jouait quand même plus du fond du court. Moi là-bas j'ai vraiment découvert une autre approche du tennis, beaucoup moins l'aspect tactique, mais l'aspect je vais chercher, je rentre dans mon adversaire en fait. Maintenant que tu as le recul, après 4 ans passés là-bas, au vu de la réalité, très peu de joueurs connus non américains qui sont passés par les universités américaines. Il y a l'exemple de Kevin Anderson. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Qui a un exemple assez incroyable, qui fait des finales en Grand Chelem, qui a été top 5 mondial, qui est sud-africain. Sinon la plupart des mecs qu'on voit qui ont réussi ce sont des Américains. Donc au vu de ça, et de toi, ton expérience et de ce que tu as vécu, est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un gamin de 18 ans qui hésite entre se lancer sur le circuit pro et aller aux États-Unis, est-ce que tu lui conseillerais, si vraiment son objectif c'est de devenir tennisman professionnel et d'être top 100 et pourquoi pas d'aller le plus haut possible, est-ce que tu lui conseillerais d'aller là-bas? Quand on passe là-bas, on sort avec plus d'armes, j'en suis convaincu. Donc ce que je recommanderais aujourd'hui à un joueur de 18 ans qui hésite, c'est déjà de savoir son projet. C'est pas juste de dire j'ai envie d'être top 100, c'est quel est vraiment ton projet. Est-ce que tu as envie d'avoir un backup? Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir de backup au niveau des études? Ce genre de questions, je pense que c'est important. Est-ce que les parents mettent la pression sur un backup, ou est-ce qu'ils mettent la pression pour qu'il joue pro tout de suite? Pourquoi? Ce genre de questions, je pense que c'est hyper important dans un premier temps de faire le diagnostic de la réelle motivation du joueur. Dans un second temps, moi personnellement je trouve que c'est une vraie bonne idée d'aller aux États-Unis, puisque si j'avais pu le faire, je l'aurais fait à 18 ans déjà. Deuxième point, c'est que ça permet d'étoffer son jeu et d'étoffer ses capacités mentales pour moi. Parce que les matchs en fait à enjeu, jouer pour ses partenaires, on le fait en France lors de matchs par équipe. Suivant dans les divisions dans lesquelles on joue, c'est quand même pas hyper motivant, il n'y a pas un enjeu extraordinaire. Là-bas, tous les matchs sont en enjeu. Il y a des vrais matchs contre des mecs qui sont forcément moins bons, mais sur qui ça va être vraiment dur. Et c'est ce qui se passe après sur le circuit. Je trouve que de manière générale, d'avoir une structure d'entraînement qui permet pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Oui, parce qu'après, il n'y a aucune obligation d'aller jusqu'aux 4 ans. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment avoir la capacité de se projeter à 2 ans.
Je comprends aussi des joueurs qui voilà, ils cartonnent à 16 ans, 17 ans et qui veulent jouer pro direct. Il n'y a pas de... Surtout qu'il y a... Enfin, maintenant on en parlera juste après, mais avec la réforme du circuit ITF, je pense que la réponse à cette question peut être ajustée en fonction mais on en parlera après. Là, on a fait les 4 ans à UCLA. T'as 23-24 ans, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc je finis en mars 2015, j'ai 24 ans, je décide de rentrer à Bordeaux pour intégrer une structure d'entraînement qui est au club de la Villa Primrose à Bordeaux et je décide de jouer au niveau pro. En fait, ce qui s'est passé tous les étés, je rentrais en France et pendant que j'étais à UCLA et je jouais au moins 2 ou 3 futurs. J'ai réussi à faire des qualificars, à battre des mecs comme à l'époque Calvin Emery, des joueurs qui étaient costauds, qui faisaient que ça, eux, qui jouaient tout le temps sur le circuit et donc ça me rassurait sur mon évolution tennistique en fait et donc je continuais. C'est pour ça aussi que je pense que c'est hyper important de se confronter à la réalité lorsqu'on est là-bas. Donc en avril, j'étais classé 1200 à l'époque, ATP, et lors de mon deuxième tournoi futur à côté de Madrid, c'était un 15 000, je fais qualifié vainqueur. Et je bats notamment sur le passage un mec 300, un espagnol 300 qui était 300 depuis déjà 2-3 années, un mec solide quoi. Un révélateur un peu de ton niveau de jeu. Exactement. Je fais 2 finales pendant l'été, donc je regagne un 15 000 en Égypte en battant un mec 200 en septembre. Et je regagne un 15 000 plus H. Au bout de 6 mois, je passe de 1200 à 350. En fait, en allant à UCLA en faisant 4 ans, tu as eu un diplôme. Voilà, j'ai eu un bachelor de 4 ans en relations internationales. Qui te permet, si tu reviens en France, de pouvoir intégrer un master 1 ou un master 2. Ok, donc effectivement, quand tu te dis rassuré, c'est par rapport à ça. Tu savais que même si ça se passait pas bien, grave blessure ou quoi, derrière, je peux même travailler. Tu pouvais soit travailler, soit poursuivre tes études dans un domaine qui te plaît. Moi, ce qui m'a permis justement de débloquer ces premiers verrous, c'est justement la mentalité des GS de dire à un moment donné, tu gagnes quoi. Le mec, c'est un joueur, tu y vas pour le battre. Et donc début 2016, où je continue dans la structure et à Bordeaux. Et puis là, je fais 2 finales coup sur coup aux États-Unis. Et donc je descends à 320. Et donc là, je commence à intégrer des challengers, des qualifs de challengers. À ce moment-là, j'ai une petite blessure aussi qui commence à apparaître. Je joue un peu dessus parce que j'avais l'objectif qualif de Roland. 320, je suis à 70 places à peu près, puisqu'il faut être à peu près 250 pour intégrer les... C'est à quel moment les qualifs de Roland? C'est début avril. Début avril, ok, donc ouais, t'as peu de temps. Donc j'ai février, mars, 2 mois pour j'ai 0 point à défendre, puisque l'année précédente je n'avais pas joué, j'avais commencé en avril. Bien sûr. Donc que du bonus. Le problème c'est que la petite blessure, cet objectif... Genou encore? Non, là c'était le poignet. Le petit bonheur en mousse. Ok. Cet objectif là et puis voilà le fait de se dire que si tu n'y arrives pas tu rates une énorme occasion parce que c'est là ou jamais quoi. J'ai pas réussi à assumer ça et donc j'ai pu gagner un match. Je me suis fait de plus en plus mal parce que je voulais absolument jouer, donc j'ai persévéré dans la douleur. Je jouais de moins en moins bien, j'avais de plus en plus mal et je suis arrivé au mois de mai sans la qualif à Roland et en ayant le poignet pété, mais pété quoi. Fissure ou fracture de fatigue avec main dans le plâtre. Je prends 2 mois d'arrêt tout l'été quoi à peu près jusqu'à début août. Et puis à ce moment-là j'hésitais aussi à changer de structure, je me posais pas mal de questions sur mon avenir. Il y avait aussi du coup ça faisait une année complète puisque même un peu plus que j'étais sur le circuit, donc j'avais à peu près une idée des dépenses que j'avais faites et des gains que j'avais récoltés. Donc j'ai fait un petit bilan en fait pendant l'été. Puisque la blessure a permis de réfléchir un petit peu. Et donc à la suite de cette réflexion, en août, je me suis dit que j'allais sortir du circuit tout simplement. Mais très terre à terre, voilà, parce que tu as perdu de l'argent. Parce que je gagnais pas assez d'argent, parce que... Tu gagnais pas assez, mais t'en perdais ou parce que pendant un an avec le frais de la structure et tout ça,
Ça dépend de la qualité de vie une fois de plus. Non, mais si on enlève, Non, mais- je suis vraiment des frais liés au tennis. Oui, mais tu peux voyager si tu veux, faire 20 heures de train pour aller au Maroc, ou tu peux faire 2 heures d'avion et Oui, prendre oui. un EasyJet en plus, quoi, et Ouais. tu payes 600 balles. Bah, c'est. Non, mais. Non, mais je suis d'accord avec Voilà. Donc à un moment donné, toi. Ça c'est va voir si tu c'est es dans des les choix. meilleures conditions pour Si jouer tu dans veux tes prendre tournois. une auberge de jeunesse, ou tu veux prendre un hôtel 4 étoiles, enfin, ou tu veux prendre l'intermédiaire. Je veux dire, il y a plein de choix Ouais, possibles. ouais, ouais. Aujourd'hui, moi, j'avais pas de, j'avais une limite budgétaire, mais je privilégiais mon confort. J'ai même emmené mon entraîneur sur des tournois. J'ai essayé de faire le truc à fond, Mais quand tu dis tu privilégies le confort, avec l'aide de qui? avec l'aide de mes parents. Voilà, on est d'accord Ah oui. que pour pouvoir avoir la chance de faire ça, soit il faut être aidé par sa fédé, soit être aidé par sa région, son département, il y a des Les moyens sponsors. d'avoir, Ouais. soit par des sponsors, soit effectivement, il faut avoir des parents qui sont prêts à suivre derrière et qui ont, même sans être prêts, au-delà d'être prêts à suivre, qui ont les moyens de le C'est faire. ça. Il y a deux choses. Ça me fait rebondir. La première sur le fait qu'aux États-Unis, on a 18 ans ou 19 ans. Moi, je suis parti à 19 ans. Je suis rentré, j'avais 24 ans. Je suis personne, j'ai 24 ans. Je ne peux pas avoir de sponsor. Je suis 1200, je ne peux pas avoir de sponsor. Même j'ai beau être 360 à la fin de l'année 2015, j'ai toujours 24 ans. Je suis personne. Toujours. Si tu es vraiment bon, tu vas avoir un petit peu de bon dans la négociation, je parle. Tu vas avoir un petit peu d'aide de ton club, des sponsors régionaux comme tu as dit et sponsors locaux. Mais ça va pas dépasser des sommes astronomiques. Par conséquent, tu es obligé de trouver un financement autre et si tu peux bénéficier de l'aide de tes parents parce que eux sont prêts à faire cet effort-là, et ben pourquoi pas. Après, il faut aussi vivre avec. Et c'est là où moi j'avais beaucoup de mal parce que mes parents, ils ont été les premiers supporters dans mon projet et ils ont cru en moi du début à la fin et c'est eux qui m'ont amené au tournoi quand j'avais 8 ans et c'est eux qui allaient me voir quand j'étais en finale de Mont-de-Marsan en finale de Futur. C'était un poids que j'avais clairement pour aller jouer quoi et j'avais pas envie que mes parents payent une année à 30 000, 40 000 euros. Voilà, pour une année sur le circuit, grosso modo. Je pense pas qu'on puisse descendre sous les 20 000 euros. Et ouais, 20 000 euros, tu fais gaffe. Bah, tu joues principalement en France ou aux frontières, tu te déplaces aux frais. Voilà. Ouais. Mais je veux dire, il y en a qui le font, il y en a que c'est possible. Oui. Mais voilà, pas- on n'emmène jamais son entraîneur, c'est des structures assez de bon niveau, mais qui demandent pas beaucoup d'argent parce qu'elles sont subventionnées par le club ou autre. Donc voilà, à un moment donné, je pense pas qu'on puisse descendre sous les 20 000 euros, et encore qu'aujourd'hui je sais même pas. En revanche, moi c'était plus sur les 40 000 euros. Mais parce que, voilà, comme je disais, j'ai pris mon entraîneur avec moi, je voulais avoir, sans être dans des hôtels 4 étoiles, mais je voulais avoir un hôtel quand même qui me permette de penser qu'à mon tennis. Et Non, pas mais me dire le matin, je me lève, j'ai un lumbago quoi. Bon voilà, Oui, c'est oui, ça. non mais complètement. Donc, T'as mis toutes les chances de ton côté. Donc voilà. Et donc, Là, si on reprend la chronologie, du coup, tu te retrouves en août, donc 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi après avoir commencé sur le circuit, et tu dis Ouais. j'arrête. 1 an et demi, ouais, un peu moins. Et donc là, je me dis que j'arrête en ayant une réflexion assez profonde. En me disant qu'est-ce que ça peut m'apporter, le style de vie, est-ce que ça me plaît, les frais, comment je les gère émotionnellement, la marge que j'ai encore pour atteindre un niveau qui me permette d'être autonome financièrement, est-ce que je prends vraiment du plaisir, tout simplement, à aller dans des tournois futurs. Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose finalement et au niveau surtout des blessures, est-ce que je peux tenir une saison, ce qui n'avait pas été le cas. À partir de là, j'ai décidé j'ai décidé de tourner la page pour commencer quelque chose de nouveau et donc d'arrêter le circuit à ce moment-là. Au moment où j'ai pris la décision, honnêtement, c'était pas une décision facile. J'ai eu très peur parce que tu es dans l'inconnu. Tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire. Donc j'ai eu une période de transition pendant 3-4 mois où j'ai joué le circuit CNGT, le circuit français de tournois nationaux pour gagner un peu d'argent, pour continuer à jouer et en préparant ma reconversion. Est-ce que si en changeant quelque chose, tu penses que tu aurais pu devenir plus fort et tu aurais pu aller plus haut que ce que tu avais fait? Est-ce que tu penses que tu as tout mis en œuvre pour aller le plus haut possible? Dans l'instant T, j'avais l'impression de faire les choses toujours bien. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a eu... À un moment donné, tu n'es pas aussi libre de faire ce que tu veux.
tu intègres des programmes, tu intègres des structures où quand tu es jeune notamment, tu as moins ton mot à dire, enfin en tout cas c'est plus dur d'imposer ses convictions. Il y a peut-être des choses qui auraient pu être faites autrement pour éviter notamment les blessures assez rapidement, parce que ça a été quelque chose qui m'a quand même assez plombé tout au long, à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai des douleurs au genou, quoi. Une préparation peut-être plus adaptée en fonction des types de profils de joueurs qu'on a dans une structure d'entraînement. Profil morphologique, parce que déjà t'as pas une morphologie de tennisman. Non mais déjà. Non mais c'est vrai. C'est ça. On va pas se raconter des non, bêtises. Mais si tu veux, quand on me voit dans la rue et que je dis que je joue au tennis, les mecs me disent mais qu'est-ce que tu racontes, quoi. Quand tu vois un Djokovic à côté, tu te dis. Bon mais le mec il est frêle, quoi. Ouais, voilà. Mais donc forcément. Les genoux, forcément, tu comprends qu'au bout d'un moment il y a un petit peu. Après tu vois Tsonga, hein. Bon Tsonga a quand même fait une belle carrière. On peut se le dire. Bon. Mais des Tsonga. Voilà, Tsonga il est un peu hors norme aussi. C'est sûr. Mec qui pèse plus lourd que sa taille, il n'y en a pas des masses les mecs comme ça. C'est ça. Moi j'étais poids au niveau de taille. Ouais. Donc j'étais un peu lourd. Après, avec une bonne préparation et notamment ce que j'ai fait quand je joue au niveau pro, j'arrivais à être très explosif et à me sentir bien dans mes jambes. Mais j'avais accès à ce moment-là, j'avais compris beaucoup de choses. Je pense qu'il y aurait pu avoir des préparations vis-à-vis de moi ou d'autres joueurs qui ont eu beaucoup de blessures aussi, qui ne sont absolument pas connus aujourd'hui non plus, qui auraient pu être un peu plus adaptées en fonction des besoins et en fonction des morphologiques et de la fragilité de certains. Voilà. Que moi aussi à un moment donné, j'ai pas pris assez de recul en me disant mais attends, là t'as des soucis. Quand t'as 17-18 ans, c'est une maturité à avoir. Je veux dire, à un moment donné, quand t'as des mecs qui sont à ce niveau-là, comme des next-gen aujourd'hui sur le circuit, qui ont 18 ans, 19 ans, qui pètent tout, c'est que eux, ils ont cette maturité-là. Parce qu'ils se posent des questions. Ils savent où ils veulent aller et comment ils veulent y aller. Moi, je faisais des séances de squat, de demi-squat à 140. J'avais des cuisseaux comme ça. Je me rends pas compte, j'ai jamais fait de squat de ma vie. On m'a dit, ça ne sert à rien d'aller plus de 100 kg en squat, en demi-squat. Oui, ça ne sert à rien. Pour un joueur de tennis, ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu fasses des répètes, mais que derrière tu sois explosif. Ouais, bien sûr. Je faisais beaucoup de force pour me construire, si tu veux, voilà, une base physique. Ce que j'en avais pas besoin naturellement, je l'avais.